Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble à quoi s'attendre en matière de pacte du trail, en lien évidemment avec les évolutions proposées dans la loi de finances pour 2024. Nous en parlons avec Sandrine Kilissi. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Alors, le pacte du trail est au cœur d'un certain nombre de questionnements, ou en tout cas d'amendements au sein de la loi de finances pour 2024. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement en matière d'évolution de ce pacte du trail ? En fait, là, on a déjà un premier amendement qui est venu préciser un certain nombre de points. Parce que le pacte du trail a fait l'objet de pas mal de rebondissements ces derniers mois. Et notamment, tout d'abord, donc on a un amendement du gouvernement qui vient préciser la notion d'activité commerciale susceptible d'être éligible à l'exonération partielle. Et notamment, qui précise que l'exonération partielle n'a pas vocation à s'appliquer aux activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, excluant ainsi les activités de location meublée ou de location d'établissements industriels et commerciaux équipés. Donc ça vient réduire déjà le champ d'application du pacte du trail le jour où on veut transmettre des parts de son entreprise. Exactement, qui avait été ouvert par la jurisprudence en fait. Il y avait un vrai sujet là-dessus. La jurisprudence avait ouvert à ce type d'activité et là, le législateur risque de refermer cette possibilité. Donc ça, c'est un amendement qui a été déposé. Exactement. C'est le seul qui concerne le pacte du trail ? Alors, en fait, on a un seul amendement, mais qui contient plusieurs choses. Donc, ce même amendement précise également la notion, enfin, les activités qui sont éligibles, notamment avec les holdings animatrices. D'accord. Ouais. En fait, là-dessus, il n'y a jamais eu trop de sujets, mais une fois de plus, ce n'était pas prévu par la loi. Donc là, on sanctuarise le fait que le pacte du trail puisse s'appliquer à une holding animatrice. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point également, il sanctuarise le fait que pour bénéficier du pacte du trail, la société ne doit pas avoir une activité opérationnelle exclusive, mais seulement principale. Alors, on le savait déjà, bien sûr, et puis il y a eu de la jurisprudence là-dessus également, mais au moins là, ce serait sanctuarisé parce que inscrit dans la loi. Alors, expliquez-nous, quand on réfléchit en matière d'ingénierie patrimoniale ou de gestion de patrimoine, pourquoi faut-il faire attention à une évolution potentielle du pacte du trail ? Alors ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que dans cet amendement, il y a un exposé des motifs. Et à la fin, en fait, le gouvernement dit qu'il est probable qu'il revienne avec une proposition de recentrage de ce dispositif sur les actifs affectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous exercez votre activité opérationnelle dans une société, vous bénéficiez de l'exonération partielle sur la totalité de la valeur de vos titres. Et là, en fait, on est en train de nous expliquer qu'il risquerait d'avoir un recentrage de l'exonération uniquement sur les actifs affectés à l'exploitation. D'accord. Non pas sur la totalité de la valeur des titres de la société. Par exemple, des locaux détenus en propre par une entreprise qui pourraient sortir de l'affectation ou, Exactement. Imaginez le cas, par exemple, d'une entreprise qui, à une époque, avait acquis des locaux. C'était ses locaux d'exploitation. Donc là, il n'y avait aucun sujet. Et puis, il s'avère que, pour les besoins de son activité, elle est obligée de déménager. Elle a pris d'autres locaux, mais elle a conservé ceux-ci, puis elle les donne en location. Donc là, aujourd'hui, ces locaux ne sont plus affectés à son activité. Bien sûr. De fait, il ne pourrait plus bénéficier de l'exonération. Même si ça génère une sorte de revenu complémentaire pour l'entreprise, puisque c'est détenu par l'entreprise, ça pourrait ne plus être pris en compte. Exactement. On ne prendrait en compte que les actifs affectés à l'exploitation. Mais du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que le législateur aille un peu plus loin et dire, à partir du moment où on recentre uniquement sur les biens nécessaires à l'activité, déjà, on pourrait négocier une hausse du taux de l'exonération. Bien sûr. Après tout, ce ne serait pas complètement idiot, puisque on serait en concordance avec ce qui se passe dans les États européens, où ça va même jusqu'à l'exonération totale. Donc, sans aller jusque-là, en tout cas, il y a un peu de marge pour, finalement, pourquoi pas réfléchir à une augmentation du taux de l'exonération. Et le deuxième point, c'est de dire, mais après tout, si on exonère les actifs affectés, alors pourquoi pas exonérer également l'immobilier professionnel pour lequel l'entrepreneur n'aurait pas fait le choix de l'inscrire à l'actif de sa société, mais qu'il aurait
conserver dans son patrimoine privé. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine Kilissi, de nous avoir accompagnés dans l'émission. Je rappelle que vous êtes directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Norman Kay. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.